Chapitre 19. Bagarre dans la cour de récré. Dans l'heure qui a suivi la réunion, Lod a renvoyé Veronica au manoir Pline. Il a enfilé un gilet pare-balles rigide sous son costume, a vérifié que son pistolet était propre et s'est posté à l'entrée de l'hôtel où Zero Point devait venir le chercher. Ils ne se sont manifestés qu'une heure plus tard, et Lod a compté chacune de ces minutes avec une mine de plus en plus renfrognée, qui a suffi à maintenir les infortunés voituriers de l'hôtel à bonne distance. La sénatrice avait approuvé le plan, avait donné sa bénédiction à Veronica et, avec elle, le soutien de facto du gouvernement des États-Unis. Cette autorisation aurait dû envoyer Lod et une douzaine d'agents lourdement armés foncer vers la maison de Fade, déterminés à rendre la justice. Lod a toussé. Il abissa sur le compte du gros SUV qui s'éloignait de l'entrée de l'hôtel, ses gaz d'échappement montant dans l'air ensoleillé et nauséabond d'Auckland. Un air toujours infiniment plus respirable que les désastres poussiéreux de charbon d'il y a un siècle. Rien, cependant, ne serait jamais aussi vif que l'air du Montana dont il profitait enfant, bien avant que toutes ces merdes ne lui tombent dessus. L'injustice, l'exclure comme un ratisseur, de quel droit Ève se permettait-elle cela? Le jardinier non plus ne jouait pas franc jeu, trop absorbé par ces milliers d'autres civilisations pour se soucier de ce qui arrivait à celle-ci. Il apprendrait cependant que laisser l'humanité à elle-même la mènerait à sa perte. Alors oui, l'injustice, une punition sévère pour une décision stupide. Lod allait l'infliger avec enthousiasme et une balle à pointe creuse, si seulement son transport arrivait un jour. Son ressentiment a duré 1 heure de plus, pendant laquelle Lod s'est procuré un autre café et a regardé le soleil passer midi. Finalement, une berline banale, verte olive et tachée de rouille autour des roues, s'est approchée. Le conducteur ne correspondait pas au véhicule, vêtu d'un équipement tactique sombre, tel un figurant de cinéma qui se serait rendu sur le plateau en costume. « Montez !» a dit l'homme en se penchant pour déverrouiller la portière de Lod. L'équipe était prête. Elle aurait dû être prête il y a 1 heure. Le regard noir de l'homme, visible sous une barbe drue et des yeux durs, a confirmé une fois de plus ce que Zero Point pensait de l'approche cavalière de Lod. Eh bien, pour à peu près tout. Ce n'est pas facile de rassembler une équipe d'intervention au pied levé, a déclaré l'homme tout en insérant la voiture dans la circulation, filant vers les collines à l'est. Les armes, les gilets pare-balles, les affectations, tout ça prend du temps et nécessite des approbations. C'est un miracle que vous soyez encore en activité. Il fut un temps où Lod et Ève recevaient un message de l'audience, choisissaient une cible et y allaient. Ils étaient bons sur place en quelques heures, tout au plus, et le crâne était défoncé peu de temps après. Lod a raconté cela au chauffeur, amusé par la fréquence et la facilité avec lesquelles il violait les protocoles de secret du jardinier. Désormais, c'était à son avantage. Plus il y aurait de gens au courant qui s'interrogeraient sur la force mystérieuse opérant au-delà des badges, plus il se tournerait vers Lod pour obtenir des réponses, et lui, à son tour, les fournirait généreusement. Nous sommes une société de sécurité. Nous ne passons pas à l'offensive. Toute bonne défense commence par une attaque. L'homme a rejeté cela d'un rire. Seulement si vous voulez finir en prison. Jamais. Son chauffeur a simplement secoué la tête d'un air perplexe et s'est tu. Lod l'a laissé faire. De toute façon, la conversation serait meilleure avec Fade, ou Ève, avant qu'il ne leur loge une balle entre les 2 yeux. Tout ce qui comptait, c'était leur badge. 0 point n'était pas si mauvais. Ils avaient envoyé quelques de nuls en reconnaissance pour confirmer que la maison de Fade était ouverte à un assaut, et ses yeux avaient la main à repérer de nouveaux visiteurs. Ils les avaient également identifiés bien avant que la voiture hétéroclite de Lod n'entre en scène. Alec Navarro,
et l'associée de Fade, Talia, accompagnée d'une bande de gardes du corps d'entreprise à la petite semaine. Rien que Zero Point ne pouvait gérer, mais après la dernière fusillade dans ce quartier, les gens avaient vraiment des hésitations. « Vous n'allez pas les cueillir ?» a demandé Lod au chauffeur, qui a relayé la question sur la fréquence tactique de Zero Point. Il s'était garé à 2 pâtés de maison. Fade et ses nouveaux amis semblèrent se préparer à partir, Navarro montant dans un camion blindé garé dans l'allée. Ils sont juste là. Eve n'est pas là, d'après la reco, a dit le chauffeur. Nous espérons qu'elle se montrera. On ne sait pas où elle est. Fade est là. Vous êtes les experts. Foncez. Lod a pointé du doigt à travers le pare-brise, comme si la force de son index pouvait commander l'attaque. C'est le moment. Le chauffeur a écouté un instant, puis s'est tourné vers Lod et a secoué la tête. Le commandement de la mission dit non. Veronica n'autorise pas ce qui va probablement tourner au désordre. Alors quoi? On les suit? Du mieux qu'on peut. Nous connaissons les propriétés de Navarro. On va mettre en place une surveillance, voir vers laquelle ils se dirigent. On les prendra quand ils seront seuls. Lod s'est gratté le bouc. Des retards, des retards, des retards. Fad avait fait sa visite mensuelle à sa maison et ils étaient en train de gâcher leur chance. L'homme pourrait ne plus jamais revenir maintenant, disparaître simplement dans le bosquet ou s'installer ailleurs avec Eve, sauf si... Changement de programme, a dit Lod. Mettez en place votre surveillance, mais vous et moi, on va ailleurs. Comment ça? Où est-il le lycée le plus proche? Il y a une fille que j'ai l'intention de voir. Le chauffeur a froncé les sourcils. Vous êtes quelqu'un de louche, vous savez ça? Lod rit. Je lui ai tiré dessus une fois. Elle a survécu. Heureusement pour nous. Ça rend les choses encore pires. Heureusement que je me fiche complètement de votre opinion. Conduisez, maintenant. Eve tapa sa montre contre la pompe et entendit le bip qui annonçait le succès du paiement. L'argent proviendrait d'un compte vieux, de près de 4 décennies, approchant de l'âge auquel la sagesse des ratisseurs suggérait d'effacer la plupart des archives. Eve chercherait des agents spécialisés dans la fabrication et la falsification, et les paierait pour créer de nouveaux permis, passeports et papiers d'identité. Une nouvelle histoire serait dérefaite de toutes pièces, et aucune question ne serait posée. Elle le referait bientôt, une fois qu'elle se serait occupée de Lod. Se glissant de nouveau derrière le volant, elle passa ses mains sur le revêtement en cuir. Avant ça, il y avait eu les chevaux, une compétence qu'elle avait abandonnée la dernière fois qu'on lui avait effacé la mémoire. Combien de fois encore la conduite vaudrait-elle la peine d'être conservée? Un ratisseur pouvait servir pendant des millénaires s'il prenait bien soin de lui, s'il ne laissait pas son cerveau se remplir de trop de choses, s'encombrer de traumatismes, de décisions difficiles et de futilités inutiles qui, tel le bruit d'une ville, finissaient par étouffer toute pensée rationnelle. Le jardinier, si on le lui demandait, n'hésiterait pas à énumérer toutes les civilisations laissées à leur perte, parce que leurs ratisseurs avaient laissé trop de connaissances s'envenimer trop longtemps. Des armes simples, des garde-fous, marmonna Eve en conduisant, respectant scrupuleusement la limitation de vitesse sur les routes secondaires, en direction de la maison de Fade. Être plus que ça attire l'attention, attire les ennuis, profite de l'immortalité. Les mots de Lod. Son absence résonnait dans la voiture, une vigueur bourrue, encline à des fins violentes pour la plupart des problèmes. Elle pouvait jouer l'antagoniste, supposer qu'elle avait la bonne posture dans n'importe quel combat. Avec Fade, les choses n'étaient pas si simples. Il la ramenait à de vrais problèmes, à une vie avec des complications. JC, une maison, des rêves au-delà des caprices du jardinier. Tout cela changerait après son premier effacement, après que tous ceux qu'il connaissait auraient vieilli au point de ne plus s'en soucier, au-delà de toute connexion. Sa rêverie prit fin brutalement quand Eve tourna dans la rue de Fade
et vit la voiture inconnue dans l'allée. 2 autres étaient garés à proximité, trop sombres et propres pour cadrer avec l'esthétique pavillonnaire. Une observation qu'Ève pouvait faire parce qu'elle avait appris à repérer les pièces mal assorties dans n'importe quel puzzle. Elle se gara sur le côté, vérifia la boîte à gants. Fad détestait les armes à feu, mais Ève en avait acquis une après l'évasion de Lod. Petite et légère, capable d'un tir d'arrêt uniquement à bout portant, l'arme semblait incongrue dans sa main. Mieux valait la mettre dans le sac à main qu'Ève passa sur son épaule, assortie à sa tenue de sport noire. Tout le monde supposait qu'elle était une mère se rendant à une autre séance d'entraînement, une tendance qu'Ève aimait beaucoup utiliser à son avantage. Ses leggings étaient tellement plus confortables que les robes et les jeans serrés des années précédentes. La voiture dans l'allée de Fade fit marche arrière au moment où Ève sortait dans la rue. Elle vira sur la chaussée, lui fit face et accéléra lentement et tranquillement. Ève n'était pas invisible, ne fit aucun mouvement pour se cacher. Si c'était un gangster du passé de Fade venu s'en prendre au nouveau ratisseur, alors il ne connaîtrait sûrement pas Ève. Si c'était quelqu'un d'autre, comme un associé de Pline, alors Ève voulait une conversation, même sanglante s'il le fallait. La voiture s'arrêta au niveau d'Ève, qui gardait une main dans son sac et l'autre ballante le long de son corps. Le plus important, son badge d'émeraude, pendait à une chaîne en or à son cou, le petit miracle qui la ramènerait au bosquet. À condition, bien sûr, qu'elle vive assez longtemps pour l'activer. « Changement de programme », dit Fade, sa voix accompagnant la vitre qui descendait. « On a une escorte. Pour aller où ? Au domaine de Navarro. Ce n'est pas lui la cible. Monte, Ève. » Au lieu de cela, elle plissa les yeux face à l'air décontracté de Fade. À côté de lui était assise une femme qu'Ève avait déjà vue. Talia, l'associée de Fade, et peut-être plus, bien que Fade refusât de s'étendre sur sa vie personnelle. Parsemée de regrets, disait-il. Et ça, Ève pouvait le comprendre. Ça ne me plaît pas. Après Détroit, me retrouver coincé avec un autre riche. On n'a pas le choix, la coupe à Fade. C'est ça, où les choses vont mal tourner. Mal tourner. Ève, le monde est en train d'apprendre notre existence, celle du bosquet. On a besoin d'amis, parce qu'une guerre se prépare. L'alarme incendie sauva JC d'une sale interro de calcul, qu'elle n'avait pas pris la peine de réviser la veille pour sortir avec Talia et ses excellents tacos. À en juger par ses camarades de classe, qui fourraient comme d'habitude leurs tablettes dans leur sac à dos dans une bousculade reconnaissante, elle n'était pas la seule. Le seul agacé semblait être le professeur, qui grommelait des instructions à personne en particulier. Les couloirs grouillaient au milieu du fracas et du bourdonnement des alarmes, tout le monde se déplaçant en une masse agglomérée de tropes et de clics vers les sorties. JC osa espérer qu'il était assez tard dans l'après-midi pour que l'école décide de finir la journée, lui donnant une chance de jeter un œil à ce truc de calcul. Non, ça, c'était l'ancienne elle qui pensait. L'interro de calcul n'avait pas d'importance, tu te souviens. Ce qui comptait, c'était le plan de Talia, le piège de JC pour son père. Le convaincre de venir, de les laisser entrer dans le bosquet et de faire équipe avec lui pour son boulot de gardien éternel. Une porte de sortie facile pour échapper au train-train de la vie quotidienne. Du moins, c'est comme ça que Talia l'avait présenté, et JC n'était que trop heureuse d'adhérer à l'idée. Son école s'étendait sur plusieurs bâtiments, reliés par des cours intérieures, des chemins et des terrains. Assez joli, tant qu'on ignorait les clôtures et la présence policière constante imposée par l'obsession du monde pour la violence. Ça s'était accentué depuis l'incident de Détroit, et ces mêmes de protecteurs aboyaient maintenant des ordres pour que tout le monde se rassemble sur le parking principal jusqu'à ce que la cause de la dite alarme soit trouvée. Le fait que ce ne soit pas un exercice était déjà assez surprenant,
et JC balaya du regard la foule qui se déplaçait avec elle à la recherche d'amis, de ceux qui seraient heureux de se lancer dans de bonnes théories du complot. Elle ne croisa aucun regard, sauf deux, de l'autre côté d'une bande d'herbe entre le parking et la rue suivante. Un chapeau de cow-boy appuyé contre un poteau, bien que Lod portât un costume sombre et professionnel. Non que JC aurait pu le manquer. Ce genre de terreur maléfique avait une façon d'attirer le regard. Le sien, en tout cas. Les options se bousculaient dans sa tête. L'envie de se frayer un chemin jusqu'aux policiers qui encadraient la foule pour exiger qu'ils découvrent ce que Lod manigançait, mourut aussitôt née. Quelle justification pourrait-elle leur donner? Un homme suspect qui observait une foule sortir de l'école? JC pouvait ignorer Lod, s'en tenir à son plan initial, retrouver des amis, échanger les derniers potins de l'après-midi et rentrer chez elle. Mais cela ne répondrait pas à ce qui était désormais sa question la plus pressante. Qu'est-ce que Lod foutait là et pourquoi son père ne s'était-il pas encore occupé de lui? Une réponse possible l'attendait alors que JC dépassait la foule pour atteindre la lisière du parking. Son regard était désormais sans obstacle, une vue dégagée sur le cow-boy, indubitablement Lod, et toute sa menace désinvolte, qui croisa son regard en retour. Il était trop loin pour qu'elle puisse déchiffrer son expression, mais qui en avait besoin? Quoi que dise la bouche de cet homme, quelque chose de sinistre et de violent n'était jamais bien loin. Lod leva une main, un unique signe nonchalant, une invitation, comme la ficelle du piège tendu par le destin. JC se surprit à marcher vers lui, sachant que c'était une mauvaise idée, se détestant pour ça, mais y trouvant aussi une vigueur nouvelle. Ça y était, elle passait à l'action, dépassant les plans nocturnes et les rêveries furtives pour enfin progresser, affrontant son traumatisme de front et saisissant son véritable destin par la même occasion. Si quelqu'un remarqua JC traverser la pelouse, elle n'en eut pas conscience. Elle n'était pas la seule à s'adonner à des escapades improvisées, tandis qu'autour d'elle, élèves et professeurs profitaient de l'occasion pour former des rassemblements impromptus ou faire des virées à la supérette voisine. Quelle journée de cours ne se terminait pas mieux avec une boisson énergisante, une nouvelle vape ou des provisions pour les fêtes du week-end? Content que vous ayez compris, dit Lod lorsque JC le rejoignit. Ça facilite les choses. C'est vous qui avez déclenché cette alarme. J'ai payé un gamin pour le faire. Lod regarda par-dessus son épaule. Avant, n'importe qui pouvait entrer dans une école. Bienvenue dans le futur. Lod laissa échapper un rire rauque. En parlant de ça, le vôtre est par là. Il fit un signe de tête vers sa droite, et JC repéra la berline, un demi-pâté de maison plus loin. Moteur allumé, occupé. Mettez-vous en route. Pourquoi? Vous détenez mon père. Les réponses aux questions se donnent dans la voiture, pas avant. Vous me donnez des ordres? À moi? Chaque phrase provoquait une peur nauséeuse, une injonction silencieuse à rompre et à fuir, une sensation que JC repoussait avec un seul fait brutal. Lod était son échappatoire. Elle ne gâcherait pas ça pour rien au monde. C'est vous qui décidez. On peut faire ça à la dure. Vous allez encore tirer sur une fille? Si vous pensez que ça me dérange, ce n'est pas le cas. N'étiez-vous pas censé être le sauveur? JC eut un rire bref. Le jardinier est un piètre juge de caractère. Plutôt un médiateur, répliqua Lod. Il tendit la main vers son épaule, un contact que JC évita en reculant. Allez, j'ai demandé gentiment. JC sortit son téléphone, gardant ses distances. Laissez-moi appeler mon père avant de monter dans une voiture avec un inconnu. Mauvaise idée. JC composa le numéro de Fade. Elle plaqua le téléphone contre son visage et continua de reculer tandis que Lod tentait de le lui prendre. L'appel sonna une fois, puis bascula sur la messagerie. Encore une fois,
pas là quand elle avait besoin de lui. Très bien, JC pouvait gérer ça toute seule. Lod grogna une nouvelle exigence, et cette fois, JC répondit. De son bras gauche, elle balança son sac à dos, lesté d'une tablette, de livres et de classeurs, en plein dans le visage de Lod. Le cow-boy jura, recula en trébuchant, et JC pivota pour sprinter à travers la pelouse. Distraction ou pas, les flics ne pouvaient pas ne pas remarquer une fille poursuivie par un homme adulte. « Courez, et il est mort », gronda Lod dans son dos. « On tuera votre père, et cette femme avec qui il travaille, aussi. » JC s'arrêta, foudroyant Lod du regard. « Faites-le alors. » Et elle se remit à courir, son téléphone vibrant de nouveau, alors qu'elle essayait de joindre son père. Encore, et encore. Fad insista, et Navarro rassembla son petit convoi, la berline et un seul SUV banalisé, vers l'école de JC. Personne ne doutait qu'une surveillance de l'appartement de Fade, toute tentative contre sa personne, puisse utiliser JC comme otage. Ces idées prirent plus de poids lorsqu'ils approchèrent de l'école et virent les élèves qui traînaient dehors, plusieurs véhicules de police et de pompiers autour du parking. La confusion régnait, même de loin, alors que professeurs et responsables se regroupaient. « Là », dit Talia, qui conduisait la berline. Navarro était assis sur le siège passager, tandis que Fad et Eve occupaient dans la banquille coignant arrière. C'est elle. « Comment l'as-tu repérée dans ce bazar ?» demanda Fade, scrutant la foule à travers le pare-brise, alors que la berline s'arrêtait le long d'une rue adjacente. « Parce qu'elle n'est pas dans le bazar, » dit Navarro. « Elle court vers lui. » Poursuivi par... Le juron de Talia répondit à la perplexité de Navarro, et la femme ouvrit sa portière sans une seconde de réflexion. Fad commença à lui demander ce qu'elle faisait quand il vit sa fille. Vit la silhouette qui la pourchassait, le grand chapeau étant un repère aussi évident que n'importe quoi d'autre. « Lod est là », dit Fade en ouvrant sa propre portière et en descendant dans la rue. Lod allait rattraper JC à la course en quelques secondes, bien que les cris de la jeune fille attiraient toute l'attention dont Lod ne voulait pas. Talia avait une longueur d'avance, sprintant à travers la rue pour l'intercepter et manquant de se faire heurter par une camionnette au passage. Mais Lod n'était sûrement pas venu seul. Il était avec Pline, maintenant, ce qui signifiait qu'il y aurait d'autres idiots dans les parages. Probablement 0 point. « Remontez dans la voiture, » dit Navarro, se tenant maintenant à l'extérieur de sa propre portière. « S'il vous voit, nous deviendrons la cible. » Fad l'ignora. Eve, non, assurant à Navarro qu'il n'y aurait aucune retraite tant que JC ne serait pas en sécurité. Navarro sortit alors son téléphone, commença un appel qui allait en faire dégénérer cette mésaventure, et Fad trouva sa cible. Une autre berline, les gros SUV, n'étaient-ils pas devenus trop évidents pour ce genre de choses, garés le long de la lisière du terrain sur sa gauche. Trop générique et propre pour correspondre aux maisons qui jouxtaient l'école. « Eve, suis-moi » dit Fade. « Tiens-toi prête. » Il partit d'un pas lourd vers la gauche, le long de la large rue parallèle au terrain. De l'autre côté, Lod avait rattrapé JC, ses cris se mêlant aux ordres des policiers qui sommaient les Lod de la lâcher. Talia se rapprochait, sa propre voix disant aux policiers de ne pas tirer. Pourquoi ne courait-il pas vers sa fille? L'éclaboussure soudaine déséquilibra Fade, dont le pied atterrit sur le bord du trottoir, là où il rejoignait l'herbe sèche. Sans son instinct, il aurait trébuché et se serait tordu la cheville, et cette même expérience dissipa son tourment. Fad était en train d'aider JC. Il s'occupait du problème. Une personne de plus se précipitant sur Lod n'arrangerait rien. Eve restait sur ses talons et tous deux prirent le virage serré à droite, en atteignant la rue transversale, au bout du terrain. Le supposé chauffeur de Lod les remarqua à cet instant.
La légère teinte du pare-brise flanchait face au soleil de l'après-midi, laissant Fade bien voir les yeux du chauffeur s'écarquiller, tandis que celui-ci faisait le rapprochement. « C'est ça », marmonna Fade entre deux souffles, la circulation leur laissant heureusement un répit dans leur course effrénée. Tout en courant, Fade glissa les mains dans les poches de son manteau. Il y avait des couteaux dissimulés, çà et là, mais il opta pour les gants épais et ajustés qui l'attendaient. Rembourrés au niveau des articulations, ils étaient vili-parfaits pour faire passer un message sans laisser trop de traces. Lorsque Fade arriva à la voiture, il se décala sur la droite, se dirigeant vers la portière du conducteur avec la ferme intention de briser la vitre et d'en extirper cet imbécile. L'interrogatoire serait rapide et douloureux. Sauf que le chauffeur n'était pas coopératif, mais il ne fuyait pas non plus. Au moment où Fade atteignit sa vitre, le chauffeur ouvrit brusquement sa portière, le frappant à l'estomac et le projetant en arrière sur l'herbe. Tel un tigre sauvage, le chauffeur bondit de son siège, un pistolet paralysant crépitant dans sa main droite. Fade para le coup en lui saisissant le poignet, tenant l'assaut à distance tandis qu'il retrouvait son équilibre. D'un instant à l'autre, Eve viendrait... Non. Fade vit, derrière le chauffeur, qu'Eve se débattait avec plusieurs nouveaux malfrats de Zero Point. Leur SUV, jouant enfin son rôle cliché, était arrivé en trombe près de la berline, garé dans le mauvais sens, et avait déversé le nouveau trio. Eve esquivait, mais en infériorité numérique. « Dégage !» gronda Fade, tandis que le chauffeur le frappait aux côtes, un coup violent amorti par l'équipement de qualité supérieure de Fade. Fade recula sur sa jambe gauche, tirant le pistolet paralysant et la main qui le tenait au-delà de lui. Un coup de pied droit envoya le chauffeur s'étaler dans la poussière. Un coup sec enchaîné le laissa gémissant de manière incohérente. Fade se pencha, arracha le taser de ses mains et se précipita vers Eve. Une des agents de Zero Point portait les mains à son visage, un nez cassé laissant couler du sang sur l'herbe, mais les deux autres tenaient Eve. L'un d'eux lui enfonça un autre pistolet paralysant dans le cou et la ratisseuse devint Flasque. « Lâche-la, et je ne te tuerai peut-être pas », dit Fade en fonçant sur le groupe. Celle au nez en sang tenta de l'intercepter, sortant un taser de sa ceinture. Elle le leva pour viser, et Fade lança le pistolet paralysant. Un lancer puissant, assez précis pour atterrir en plein sur son front. Elle tituba, et Fade enchaîna avec un coup de coude en passant, la projetant au sol. L'homme qui avait électrocuté Eve lui fit ensuite face, son partenaire jetant Eve dans le SUV derrière lui. « C'est vous, le type », dit l'homme, agitant le pistolet paralysant dans une posture qui témoignait d'un certain entraînement aux arts martiaux. « Je suis très certainement le type en question. » Fade feinta une attaque, se penchant sur sa gauche, et provoqua la réponse attendue. Le type de Zero Point avait probablement une contre-attaque prête, mais Fade n'était pas là pour se battre. Au lieu de ça, il vira brusquement à droite, se désengageant pour contourner en direction du SUV. Son adversaire jura, s'élançant dans son dos, alors que Fade rattrapait le grand véhicule blanc. Le ravisseur d'Eve grimpait à l'intérieur après elle, une tentative que Fade stoppa en attrapant l'homme par le dos et, en prenant appui, en projetant cet homme plus grand que lui, derrière lui. Droit sur le type qui arrivait avec le pistolet paralysant. Dans une scène digne d'un mauvais film d'action, le duo s'écroula au sol. D'une pierre deux coups. Fade se retourna vers la portière, vers Eve, et le SUV vrombit. Les pneus crissèrent, et Fade sauta en arrière, évitant de justesse de se faire écraser le pied. Emportant un morceau de l'aile, avant de la berline avec lui, le SUV dévala la rue adjacente, s'éloignant en virage alors que les sirènes de police couvraient d'ars les bruits de la bagarre. Fade se tourna brusquement vers son duo d'idiots, avec l'intention de leur poser quelques questions précises, et vit le trio se diriger vers la berline endommagée. « Non », dit Fade en se dirigeant vers ceux pour leur barrer la route. « Vous n'allez pas vous enfuir. » Une déclaration audacieuse
qui se heurta de plein fouet au taser de la femme aux nez en sang. Elle tira en courant, une tentative désespérée qui aurait échoué si Fade avait été à plus de quelques 2 mètres. Les petites électrodes se plantèrent dans son visage, sur son cou exposé, et firent s'effondrer le ratisseur. Une douleur spasmodique menaça de plonger la journée de Fade dans le noir, mais il lutta contre elle, 1 seconde à la fois. C'était moins une question d'endurance que de technique, se dissociant du moment pour ne vivre que dans la rage pure d'avoir perdu Eve, d'avoir vu sa fille attaquée. Mais éviter de perdre connaissance et se remettre sur ses pieds était d'âme 2 choses de très différentes. Fade vit la berline démarrer, en trombe, un virage serré contre lequel il ne pouvait rien faire, si ce n'est maudire et jurer de se venger d'une manière ou d'une autre. « Calmez-vous », dit la voix de Navarro 1 minute plus tard, sa main sur le dos de Fade. « On va la récupérer. » L'homme n'eut pas besoin de s'étendre. Quand, avec son aide, Fade se releva, il vit qui avait pris la place d'Eve dans la berline. Un cow-boy suffisant, arborant un sourire que Fade prendrait un très très grand plaisir à effacer. Chapitre 20. Jeu de pouvoir. Talia devait bien le reconnaître. Navarro avait de la ressource. Pendant que les autres essayaient de secourir JC et de maîtriser Lod, Navarro était au téléphone avec des avocats et avait mobilisé ses contacts au sein de la police d'Oakland pour réorienter toute poursuite contre Zero Point et les Plines. « Harcelé et retardé », a dit Navarro en terminant son explication, alors qu'ils se trouvaient tous les 4 à l'arrière d'un grand SUV. La berline qu'ils avaient prise pour aller à l'école avait été abandonnée au profit de plus d'espace et de sécurité. Talia et Navarro étaient assis sur la banquette du milieu, Fade et JC derrière eux. 2 professionnels de la sécurité conduisaient et occupaient dans les sièges avant, tandis que Lod, menotté et sous bonne garde, se trouvait dans la berline qui les suivait. Le bavardage de Navarro était une barrière bienvenue contre l'indiscrétion à laquelle Talia se serait autrement adonnée, alors que Fade et JC réglaient un conflit père-fille dont le ton oscillait entre une colère meurtrière et des déclarations d'affection parentale éternelle. L'important, c'est qu'ils vont devoir cacher Eve, et vite, a poursuivi Navarro. Il leur faudra soudoyer quelqu'un ou le jeter en pâture à la police, ce qui les détournera de l'essentiel. Le badge? Exactement. Navarro ne regardait pas Talia en parlant, son regard fixé entre les 2 sièges avant, semblant ne rien voir. Mais notre propre calendrier a changé. Je le trouvais déjà assez serré. Pour la découverte, oui, un voyage avec Fade au bosquet, une chance de voir si tout ça est aussi miraculeux que nous l'espérons. Mais ça ne se limite plus à ça. Se limiter, tu n'as jamais eu l'intention de t'arrêter à une simple dégustation. Une confirmation, puis un plan. Une preuve de retour sur investissement. Malgré ce que tu vois ici, je ne suis pas un gouvernement, Talia. Je ne fais rien à moins que ça n'augmente mon chiffre d'affaires ou celui de mes investisseurs. La capture d'Eve change cette logique. Le poing droit de Navarro s'est serré 2 fois avant de se reposer sur sa cuisse. Ce qui était prospectif est maintenant défensif. Que le bosquet nous soit utile ou non, nous devons en établir un certain contrôle. Talia a ri. Le contrôle d'un domaine dirigé par un dieu interstellaire? Nous n'avons pas besoin de le leur prendre, s'ils existent vraiment. Mais nous devons nous assurer d'en contrôler l'accès. Encore une fois, tu as perdu la tête si tu penses que c'est quelque chose que tu peux faire. Nous, pas moi. Nous devons le faire, Talia. Pourquoi donc? Parce que si nous ne le faisons pas, Pline le fera. Et Veronica Pline n'est pas motivée par l'argent, comme moi. Elle est aisée, comme le cow-boy. Elle veut se venger. Une guerre contre le bosquet? Ça semblait être une idée terrible, une de celles que Talia aurait volontiers jetées à la poubelle.
Mais les temps modernes l'avaient jamais convaincu d'une toute autre chose. Les gens tentaient l'impossible pour de bonnes raisons, et la vengeance en était une excellente. Veronica Plynn pourrait passer le bosquet au peigne fin à la recherche de son père, et par là même, condamner l'humanité à une annihilation prématurée. Elle s'est retournée sur son siège, a regardé en arrière et a vu JC qui fixait la lunette arrière, les bras croisés. La bouderie classique. Fad a croisé son regard avec un haussement d'épaules et a levé les yeux au ciel, un père complètement dépassé. Ce qu'elle s'apprêtait à dire, au moins, allait remettre Fade dans son élément. Elle avait prévu un après-midi ennuyeux, des réunions de PDG, à passer en revue des sujets sur lesquels Veronica n'avait ni l'expertise ni l'assurance nécessaires pour donner des directives, et au cours desquelles elle se contenterait d'approuver les décisions des chefs de division. Elle imaginait que ça ressemblait un peu à la vie d'une reine. Il suffisait de dire oui, et si quelque chose tournait mal, de rejeter la faute sur le subalterne. Veronica n'avait peut-être pas le droit de couper des têtes, mais un licenciement brutal semblait presque aussi efficace. Quand l'appel est arrivé, la sauvant de cette corvée bureaucratique, Veronica a bondi de sa chaise de conférence rembourrée. Elle a prétexté une urgence, a délégué son autorité et s'est éclipsée loin des costumes-cravates endormis, qui, à en juger par leur sourire, à moitié dissimulés, étaient rematés ravis d'éviter les lourdes présentations qu'ils avaient préparées. Zero Point a relaté les détails, en commençant par la capture d'Eve et son transfert rapide d'une voiture à une autre dans une ruelle, un subterfuge rendu nécessaire pour semer une police tenace. Apparemment, l'influence de Zero Point était surpassée par un adversaire inconnu, le même qui s'était présenté chez Fade plus tôt dans la journée. Il y aurait bien le temps de découvrir qui c'était et de les faire tomber. Veronica est restée concentrée sur le gros lot. Eve, l'autre personne sur la mystérieuse photo de l'attentat de Détroit. Une autre ratisseuse, une autre porte. Elle voulait exiger que la femme soit amenée directement dans ce bureau, au cœur du centre-ville animé de San Francisco, mais ce serait stupide, ce serait impulsif, le genre de choses qu'une adolescente aurait pu faire. « Emmenez-la à la propriété de mon père », a dit Veronica. « Gardez-la sous sédatif. Si vous trouvez le badge sur elle, enlevez-le. » C'était déjà chose faite. L'artefact avait été récupéré et placé sous scellé dans une boîte verrouillée qui voyageait avec eux. Il n'y en aurait pas de fuite soudaine et impossible cette fois-ci. Veronica a mis fin à l'appel et s'est dirigée aussi vite que le lui permettait, ses talons idiots, vers son propre bureau. Un mot rapide a libéré son après-midi. Un second a bloqué tous les appels, sauf ceux provenant de Zero Point. On la laisserait tranquille, et elle pourrait, avec une vue imprenable sur la baie resplendissante en cet après-midi, passer l'appel le plus important de sa vie. Quand la sénatrice a répondu, Veronica lui a exposé les détails et a formulé son exigence. Comme elle, la sénatrice savait reconnaître une occasion et a sauté dessus. Elle ne serait pas la seule à arriver à son complexe cette nuit-là. Le bosquet allait goûter pour la première fois à la puissance humaine. L'idée d'envahir cet endroit étrange a fait naître une once d'inquiétude. La plupart de ses cours d'histoire au lycée avaient bien souligné à quel point les assauts gratuits se terminaient là mal pour les conquérants, ou infligeaient des sévices indicibles à leurs cibles. Personne n'y gagnait, sauf ceux qui se trouvaient tout en haut de l'échelle. Elle avait déjà perdu un homme, bien que l'ode fût sacrifiable. Sans un signe, le cow-boy n'était pas d'une grande utilité. Quelle serait vraiment l'efficacité d'un pistolet et d'un cran tout droit sorti du Far West pour attaquer le bosquet? Et Veronica serait ravie de le laisser pourrir avec ses ravisseurs. En fait, elle se sentait déjà mieux, sans son regard noir, sans ses menaces tacites lorsqu'il rôdait autour d'elle. Non, même s'il n'avait pas réussi à capturer Fade, la journée s'était tout aussi bien terminée.
Avec un peu de chance, la nuit serait encore meilleure. Le sang avait le même goût au fil des ans. Un soupçon de fer, poisseux et chaud. Ève a passé sa langue sur ses dents parfaites, dont l'émail avait été réparé et remplacé par les améliorations infinies du bosquet. Ses nouvelles dents, son vieux sang, 2 points d'ancrage dans la pièce sombre. Du plastique liait ses mains dans son dos, et une chaise dure servait de siège à son corps endolori. Son manteau avait disparu. Elle ne portait qu'une chemise fine et ce legging. Tout cela était saturé par la lumière d'une lampe vive. S'il y avait des fenêtres, Ève ne pouvait pas les voir. L'air sentait le nettoyant chimique, et le grondement de la climatisation de l'industrie moderne se faisait entendre en arrière-fond. Elle a attendu. La dernière fois, c'était un commissaire soviétique qui n'arrêtait pas de bougonner. Il mâchonnait un cigare et exigeait de savoir ce qu'Ève avait fait pour provoquer Tchernobyl. La réponse, à l'époque, avait été rien, juste un échec de sa part et de celle de Lod pour empêcher la catastrophe. Il avait ordonné qu'on la fusille, et Lod s'était glissé entre la sentence et l'exécution pour l'emmener au loin. Ou encore, un policier militaire américain au lendemain de Pearl Harbor, quand Ève et Lod avaient repêché quelques marins cruciaux de la mer, sauvant les vies qu'ils pouvaient. Attrapés sans papier d'identité, jetés au cachot, puis sommés de divulguer qui et ce qu'ils étaient. Ève avait délié les langues, récupéré leurs insignes, puis, quand les dos étaient donc tournés, s'était éclipsé vers le bosquet. L'insigne aussi avait disparu, la broche arrachée. Pline n'allait pas non plus le lui rendre, plaçant la fuite hors de portée de la magie d'Ève pour la confier à sa force et à son esprit. « Ne prenez pas cet air abattu, » a dit Véronica, sa voix émergeant de derrière la lumière aveuglante. « C'est une opportunité, pas une prison. » Yves ne l'avait pas entendu entrer. Peut-être que Véronica était là depuis le début, a simplement observé la ratisseuse jusqu'à ce que le bon moment arrive pour... Quoi? Persuader Ève de se rallier à une autre cause? La seule opportunité ici est une fin, a répliqué Ève. Le jardinier ne négocie pas à Véronica. Il s'en fiche. Moi, non. Et j'ai des amis maintenant. Des amis puissants. Rien de ce que vous avez, rien de ce que l'humanité possède, ne peut faire quoi que ce soit au jardinier. Ève a craché ces mots en direction de la lumière sans savoir où se trouvait sa cible. L'agression n'était qu'une solution partielle. Elle servait à ériger un mur. Ève devait aussi trouver un point de connexion. Vous ne retrouverez pas votre père de cette façon. Il est parti, Véronica. Vous n'en savez rien. Si votre bosquet a tout ce pouvoir magique, alors il est peut-être là-dedans, en attente, perdu. La mort, c'est la mort. Il a fait le mauvais choix et en a payé le prix. Ne faites pas la même chose. Vous n'avez aucune idée de ce que... Une dispute venant de l'extérieur a éclaté, indiquant à Ève l'emplacement de la porte, droit devant, et les cris suggéraient ça que les nouveaux venus n'étaient pas vraiment des amis. Ève a testé ses liens, pas de jeu, pas de marge de manœuvre, elle ne se libérerait pas de ça toute seule. Mais peut-être que les nouveaux arrivants offraient une chance. « Qui êtes-vous » a demandé Véronica, hors de vue derrière la lumière. « Ezra Tover » a répondu une voix dure et rauque, agent spécial pour un département que vous n'avez pas besoin de connaître. Votre conversation de ce matin m'a fait prendre un avion et vos actions de cet après-midi m'ont amené ici. Ezra ne semblait en rien agacé. La confiance et l'autorité formaient un cocktail puissant, et ce type en avait bu une bonne rasade. « Ça ne me dit rien, » a répliqué Véronica. « C'est mon installation, et elle est ma. Elle est votre quoi? Aux dernières nouvelles, ce pays n'autorise pas l'enlèvement illégal de qui que ce soit. Elle semble attachée. Un blessé. Voix de fait aussi alors? Ève a presque souri. Si seulement elle avait pu voir Véronica bouillir, alors que la jeune femme ne répondait rien aux paroles d'Ezra.
Si vous voulez rester libre, vous et l'entreprise de votre père, vous allez franchir cette porte et continuer votre chemin. Votre pays vous est reconnaissant pour votre aide, mais votre participation à cette aventure est terminée. Ce n'est pas l'accord que nous avions conclu, a retrouvé sa voix Véronica, alors que d'autres personnes entraient dans la pièce, le bruit de leurs chaussures frottant sur le sol en ciment propre. Nous étions censés faire ça ensemble. Discutez-en avec la sénatrice si vous le souhaitez. Pour l'instant, fichez le camp. Véronica a craché un juron, puis est partie. « Oh, a dit Ezra dans son dos, si vous pouviez m'apporter l'insigne, s'il vous plaît. On ne peut pas laisser une technologie puissante entre de mauvaises mains. Ce que Véronica a fait ou dit n'est pas parvenu jusqu'à Ève. À la place, la lumière s'est déplacée, l'ampoule brillante s'inclinant vers la gauche et offrant un répit aux yeux d'Ève. Ils ont distingué plusieurs silhouettes, la première se révélant être un homme petit et mince dans un costume gris sale. Une cravate de travers se balançait alors que l'homme s'accroupissait devant elle, dévoilant un visage buriné par une vie difficile. La laine d'Ezra avait une saveur mentholée, et l'homme n'a rien dit en l'examinant. « Pour toutes les années où nous avons essayé de vous attraper, a dit Ezra, pour toutes les années où le monde a tenté de vous prendre au piège, vous et vos amis, c'est elle qui vous a eu la première. » Ève soutint son regard sans un mot. « Nous savons qui vous êtes depuis plus de 100 ans maintenant, » poursuivit Ezra. « De curieux intrus dans l'histoire qui apparaissent et disparaissent après une mort, une vie sauvée, ou quand un savoir mystérieux arrive juste là où il faut. De la chance pour un observateur non averti. Que voulez-vous? Tirez les ficelles. » Ezra se leva et la domina de son regard. « Je suis content qu'elle ne vous ait pas tué. Il ne reste plus beaucoup de temps. » « Pourquoi? Pour moi. Pouvez-vous imaginer consacrer votre vie à quelque chose pour finalement mourir avant de voir son aboutissement? » Ezra toussa une fois dans sa main. « Mais peut-être que vous comprenez, en fait. Combien d'années, combien de millénaires de plus alliez-vous passer à veiller sur nous? Aussi longtemps qu'il le faudra. Alors respirez un bon coup, Ève, car votre tour de garde est terminé. Ouvrez la porte et tout ce que vous avez attendu se produira. Vous allez tout et tout le monde détruire. » Ezra pencha la tête, puis s'accroupit de nouveau. « Si ce que nous pensons est vrai, ce bosquet possède des remèdes pour toutes les maladies. Pour la vieillesse, des moyens de produire de la nourriture et de l'eau en quantité illimitée. D'un seul coup, tous nos problèmes disparaîtraient. Ça n'en vaut pas la peine. Ne parieriez-vous pas toutes nos peines, nos souffrances et nos morts contre cette chance? » Yves croisa ce regard dur et sentit de nouveau le goût doux et ferreux de son propre sang. « Ce n'est pas un pari, c'est une damnation. Les docks, l'industrie, le pétrole. » Lod absorbait l'après-midi affairé, un pistolet proverbial sur la tempe. Les deux hommes derrière lui en avaient mis chacun un. Maintenaient-les la distance requise pour éviter que le moindre tour de passe-passe ne les désarme, et laissaient le cow-boy admirer le Golden Gate au loin. Les mouettes assuraient l'ambiance sonore, du moins jusqu'à ce qu'une autre voiture s'arrête dans l'étroit passage de gravier entre les conteneurs et les grues. « Je les ai laissés partir, » annonça Alec Navarro en arrivant à côté de Lod. « En route pour le bosquet. Mes hommes sont en train de vider la maison de Fade, de fourrer tout ce qui a de la valeur dans des sacs qui iront en garde-meubles. Nous allons acheter sa maison, effacer son empreinte. C'est ce qui vous est arrivé? » Personne n'en avait rien à foutre à l'époque. Lod jeta un regard de côté à Navarro. La plupart s'en foutent encore. « C'est là que vous vous trompez. Au moins, aujourd'hui, vous avez des amis puissants. L'un d'eux tient particulièrement à vous récupérer. » Navarro gardait les mains dans ses poches, le regard droit devant lui. « Véronica Plynn a appelé, c'est pour ça que vous n'êtes pas encore mort.
Cette promesse avait été faite dans la voiture par un laquais de Navarro. Lod servirait de pâture au verre pendant que le trio, JC incluse, s'échapperait vers le bosquet. De quoi permettre à Navarro de suivre et de récolter les fruits d'un effort commun voué à l'échec. « Elle est plus lucide que vous, » dit Lod. « Le jardinier ne passe pas de marché. Il anéantira ce monde et recommencera à zéro avant de nous considérer comme ses égaux. » Fad n'avait pas l'air de penser ça. « Fad n'y connaît que dalle. » Alec hocha la tête. « Mais vous, si, et vous êtes prêt à agir en conséquence. » Qu'est-ce que Veronica a dit pour me garder en vie? Que d'autres personnes, des personnes puissantes, commençaient à s'en mêler. Nous pourrions perdre le contrôle. Vous allez empêcher que ça arrive. Ah oui? Je suppose que vous avez raison. Malgré leurs promesses, Feyd et Talia risquent de ne pas assurer. Je propose une fusion. Veronica et moi, nos gens, avec votre expertise. Qui est le nouvel acteur? Vous le savez déjà. Lod eut un petit rire. Le gouvernement est de rapide quand il y a d'un prix juteux à la clé. Vous pensez que vos petits groupes peuvent m'y tenir tête à ça, et au bosquet? Dites-moi, Lod, qu'est-ce que le jardinier respectera le plus? Qu'on arrête l'attaque ou qu'on aide ses ratisseurs à la repousser? Ni l'un ni l'autre. Notre sort sera scellé à la minute où vous, bande d'idiots, entrerez dans le bosquet. Ça a toujours été la règle du jeu. Ce n'est pas ce que vous avez dit à Veronica. Non, je lui ai dit qu'on pourrait retrouver son père. Lod lança un regard nucléaire à Navarro, et qu'en même temps, je m'occuperais du jardinier. Ce fut au tour d'Alec de ricaner. Vous l'avez appelé un dieu. Comment détruit-on le divin? Ne jamais abandonner un moyen de pression, Navarro. Je pensais que vous le saviez. Lod leva la main et se tapota la tempe. Mais je vais vous promettre une chose. Ramenez-moi là-bas et je m'assurerai que vous aurez tous les joujoux. Pourquoi devrais-je vous croire? Ça n'a pas d'importance. Le jardinier n'est pas un dieu, c'est un monstre. Si vous voulez rester en vie, votre seule chance est ici même. Malgré tous ses pouvoirs régénérateurs, le café faisait pâle figure en comparaison du bosquet. Après sa deuxième inspiration dans la tour de pierre blanchie à la chaux, Fad sentit son épuisement s'estomper. Il s'étira, dit adieu aux affres de la vie humaine normale et observa sa fille jouer les guides touristiques pour une Talia perplexe. « On commence toujours par ici, » dit JC, en répondant à la question de Talia sur la raison exacte pour laquelle l'insigne les avait amenés dans cette étrange petite pièce. Je pense que chaque espèce a sa propre entrée, unique pour chacune, ce genre de choses. Ce genre de choses. D'accord. Talia se regarda, en fronçant les sourcils. C'est bizarre, ici. C'est ton corps qui est en train de s'optimiser. Des petits robots dans l'air. Tu les respires et ils te remettent à neuf. Comme pour donner l'exemple, JC prit une inspiration ridiculement profonde. C'est le pied. Peut-être bien. Fad regardait sa fille, un sourire facile remplaçant les rides soucieuses, les grimaces et les soupirs qui avaient dominé leurs interactions depuis que Feyd avait revêtu l'apparence d'un ratisseur, une gamine stressée qui se sentait chez elle dans un monde extraterrestre. Quel genre de père avait été Feyd? « Hé !» dit Feyd, interrompant les spéculations continues de JC sur les divers bienfaits pour la santé des nanorobots du bosquet. Avant de quitter cette pièce, il nous faut un plan. Le jardinier n'aime pas les visiteurs, expliqua JC face à la confusion persistante de Talia. Il est assez inflexible sur ses règles. Ce qui veut dire quoi? Annihilation, exil, toutes sortes de trucs amusants. Tu n'as pas l'air inquiète? C'est parce que JC ne va pas se faire prendre, dit Feyd en hochant la tête vers l'unique porte de sortie. Le jardinier est généralement en train de contempler le cosmos ou peut-être de jouer à des jeux stupides sur son téléphone ultra sophistiqué. À moins que quelque chose ne tourne mal, il ne viendra pas fourrer son nez dans nos affaires.
Est-ce qu'il a seulement un nez? Demanda JC. À mon avis, il a tout ce qui lui chante. Le balcon circulaire époustoufla Talia une seconde fois. Elle y eut besoin d'une nouvelle explication de la part de Jay-Z sur la raison pour laquelle il devait y sauter par-dessus le rebord pour descendre. Personne ne savait vraiment pourquoi, c'était juste comme ça. Malgré tout, Talia ne s'approcha de l'anneau, qui lui arrivait à la taille, que lorsque Fad s'avança, lui adressa un clin d'œil et sauta. La chute vertigineuse vers le disque crémeux et ses vagues saisissantes fut d'une rapidité à retourner l'estomac. Fad y était maintenant si habitué qu'il ferma simplement les yeux et se laissa envahir par la sensation. Un moment de méditation brisé par le cri strident que poussa JC au même instant. Heureusement, les occupants extraterrestres du bosquet ne déambulèrent pas dans les parages. « Du calme, gamine », dit Fad en époussetant ses vêtements après que la science magique avait stoppé sa chute et l'avait fait basculer sur le côté. « Je sais que tu es enfin là où tu veux être, mais essaie de rester cool. Je suis presque sûr de n'avoir jamais fait ça de ma vie, papa. Ça se voit, ça explique pourquoi on ne t'invite jamais aux fêtes. Tu ne m'as pas trouvé à une fête il n'y a pas si longtemps? Les invitations par pitié ne comptent pas. » Fad eut un sourire en coin, JC lui donna un coup de poing dans l'épaule, et Talia, tout en gesticulant, atterrit en rebondissant derrière eux. Lâchant un flot de jurons, l'ami de Fad quitta le disque d'un pas furieux et leur lança un regard aux yeux écarquillés. « Ce n'était pas juste !» gronda Talia en essayant de retrouver son calme. « Quelle folie de concevoir ça comme entrée !»« Qui sait ?» répondit Fade. « Peut-être que l'espèce du jardinier adorait tomber. Peut-être qu'il déteste les ascenseurs et les escaliers. Ou peut-être qu'il était juste dingue. »« C'est possible, » ajouta Jay-Z. « Tu y as déjà pensé, papa. Peut-être que tu obéis aux ordres d'un monstre extraterrestre complètement fou. » Fad haussa les épaules. « Tant que les chèques sont encaissés, ça me va. Allez, venez. » Même si Fad faisait de son mieux pour ignorer la tour de pierre blanche et ses implications pour la galaxie, est-ce que chaque civilisation extraterrestre, à un moment donné, créait des tours comme celle-ci, en faisant ainsi un point d'entrée familier? Il était difficile de traiter ce qui se trouvait au-delà avec la même ignorance béate. La façon exacte dont le jardinier avait créé la poche d'espace-temps, habitée par les ratisseurs, était un mystère que Fad se doutait ne jamais pouvoir résoudre, mais passer de cette question à la manière dont il en était arrivé à une vaste étendue d'ardoises recouverte de tables d'audience de tailles variées était un voyage que Fad voulait faire un jour. Un large escalier, aux marches plus longues qu'une enjambée humaine, les mena jusqu'au bosquet proprement dit, où les pierres rectangulaires s'étendaient dans toutes les directions, jusqu'à un horizon laiteux et éternel. « Si tu le fixes trop longtemps, tu vas avoir le vertige, » dit JC à Talia, dont la bouche ne s'était toujours pas refermée. Si l'horizon offrait une distance impossible, des formes tout aussi improbables se déplaçaient plus près. Des masses imposantes et de petites masses grouillantes se faufilaient là les unes autour des autres. Un être aux allures de plante, haut de plusieurs étages, se dirigeait d'un pas lourd vers une table surélevée à sa hauteur, tandis qu'une bande de lumière vacillante se dandinait comme un slinky vers une audience pas plus haute que la cheville de Fade. Des conversations aux accents correspondants ou très éloignés de tout ce qu'on pouvait entendre sur Terre remplissaient de l'air artificiel. Si Fade choisissait d'écouter, les miracles infinis du bosquet feraient en sorte que chacune d'entre elles lui parvienne clairement. Un rêve d'espion, rendu inoffensif par le destin commun de tous ceux qui se trouvaient ici. Amener son espèce au niveau du jardinier ou mourir en essayant. Le seul autre point de repère se trouvait au-delà des rangées de tables. Un anneau de métal argenté, d'une circonférence plus de 2 fois supérieure à la taille de Fad, flottait au-dessus du sol.
Les anneaux d'argent composant le portail pouvaient s'étirer autant que nécessaire pour une espèce, mais pour l'instant, ils étaient étroitement enroulés. Banals, inertes. Pas de ratisseurs en route pour rentrer chez eux. Le jardinier, lui aussi, était absent, peut-être en train de regarder de mauvais films ou de manger un pot de crème glacée extraterrestre. Fad, JC et Talia se dirigèrent vers l'audience des humains, une table située à gauche de la tour. La douce surface de saphir ondula lorsque Fade posa ses mains sur le rebord, jaugeant son appétit, avant de demander un expresso. « Un expresso ?» répéta Talia, la tête pivotant pour observer toutes les étranges créatures qui les entouraient, dont aucune ne lui prêtait la moindre attention. « Où est-ce que tu… » La table ondula près de la main de Fade, avant que, surgissant tel un trésor bouillonnant des profondeurs, n'apparaisse une tasse en céramique fumante contenant la délicieuse boisson amère. « Si tu veux mon avis, » dit Fade, « il y a une ribambelle de molécules là-dessous, et ça les mélange pour fabriquer tout ce dont tu as besoin. »« Mais pas tout, » ajouta JC, puis elle demanda à l'audience une marque de soda particulière. La table n'ondula pas, ne répondit pas. Seulement des produits génériques et des anciens, comme les grands classiques de l'humanité, pas les succès viraux. « Je ne saurais pas te dire ce qui est viral, » murmura Talia, continuant de regarder autour d'elle. « Ça fait beaucoup, Fade. Je sais que tu m'as parlé de cet endroit, mais c'est à la fois moins et tellement plus que ce que j'imaginais. À la longue, tu apprendras à ignorer la plupart des choses. » Fad se tourna de nouveau vers l'audience. « De toute façon, on ne reste pas longtemps. Audience, où est Eve ?» L'audience obéit rapidement à cet ordre, la table ondulant plus loin pour montrer la collègue ratisseuse de Fad. Pas une image de caméra en direct ou un hologramme mystique, mais un emplacement marqué basé sur son badge. Un entrepôt miteux près d'Auckland, enregistré au nom d'une société écran quelconque. Ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise arriva lorsque l'audience ne parvint pas à obtenir une lecture des signes vitaux d'Eve. « Tu n'as pas l'air content, » dit Talia. « Si on n'a pas son rythme cardiaque, ça veut dire qu'ils lui ont pris son badge. S'ils lui ont pris son badge, ils vont essayer de l'utiliser. » Fad tambourina des doigts sur le bord de la table. « Talia, si Veronica envoie ses forces de sécurité idiotes ici, on ne pourra pas le cacher. Le jardinier va se mettre en colère. Ce qui veut dire qu'on est mort ? S'il y a bien une chose que tous ces vieux mythes ont en commun, c'est que les choses ne tournent mal quand un dieu se met en colère. » Chapitre 21. Assaut. La montée d'adrénaline ne s'arrêta pas, même lorsque la circulation ralentit la course de Veronica à travers la ville en direction du repère de Navarro. 2 gardes de 0 point conduisaient. Veronica garda ses écouteurs, la musique suffisamment forte pour indiquer clairement qu'elle n'était pas d'humeur à bavarder. C'était Bejo des Pro, il connaissait dit le métier, ce qui laissa à Veronica le loisir de se concentrer sur la petite broche dans sa poche gauche. Arrachée à Eve dans le SUV peu après sa capture, remise à Veronica, et maintenant ici, juste là. Son père avait trouvé la même chose avant de disparaître, un moyen de résoudre les problèmes du monde et de graver son nom dans l'histoire de l'humanité. Veronica se fichait éperdument de tout ça, pas en haut de sa liste de priorités, en tout cas. La gloire et la renommée pourraient attendre qu'elle ait aidé à éliminer la chose extraterrestre qui avait fabriqué le badge. Le fait que Navarro soit prêt à mettre de côté leurs différends pour poursuivre cet objectif commun, pour crier victoire avant que n'importe quel gouvernement puisse en faire de même, était encore mieux. Il faut dire que Veronica avait parlé à cet agent, Ezra. Elle avait vu la férocité dans les yeux de cet homme. Il avait une vision qu'il poursuivrait jusqu'à une fin dévastatrice. Pas de manipulation, pas de négociation possible avec lui.
Au moins, les flics du coin ne savaient ni pas à quoi ressemblait un badge et avaient bien pris une bague arrachée à un employé de Zero Point pour un leurre. Navarro était un homme d'affaires. Il comprendrait ce que Veronica voulait. Et il détenait l'Ode. Sans Eve, Veronica aurait besoin du cow-boy pour la faire entrer dans le bosquet. Veronica, après avoir passé la sécurité de Navarro, malgré le vote de confiance de gangster d'Ellsworth, elle n'était pas armée. Et semé ses gardes, trouva Navarro et l'Ode en train de partager un déjeuner tardif au milieu de conteneurs de transport. Le travail sur les docks continuait autour d'eux, le bruit les forçant à crier de temps à autre par-dessus les chocs et les grincements, les cliquetis et les détonations. « Montrez-la-moi » dit l'Ode à son approche. Le costume de l'homme était froissé, mais le chapeau était toujours là, sa grimace aussi furieuse que jamais. Le badge. Veronica le sortit de sa poche et le garda dans sa paume, en jetant un coup d'œil au cow-boy. « C'est bien ce qu'il nous faut » demanda Navarro, en épongeant la graisse de son sandwich. « C'est ce petit truc. On se tient par la main, et ça nous fera entrer. Si vous voulez y traîner une armée, il en faudra plus. » L'Ode ne tendit pas la main vers le badge, mais continua de le fixer dans la paume de Veronica. On ne peut pas non plus réapparaître n'importe où. Nos hommes doivent se rendre au bon endroit, puis nous les faisons passer par petits groupes. Par petits groupes, ça semble trop facile à contrer. Pas si on s'y prend intelligemment. L'Ode s'appuya sur ses coudes. Quand on traversera, on se retrouvera dans une jolie pièce liée à ce badge. Tout le monde attend dans cette pièce pendant qu'on fait entrer les gens en vitesse. Puis, une fois qu'on sera fin prêt, on sortira en force. Un peu de patience, et on aura notre commando. « Et ensuite on prend le bosquet » demanda Veronica. « On retrouve mon père ? Si votre père est encore en vie, il sera là. » La fille Pline avait le badge. Ezra arriva à cette conclusion évidente après qu'une inspection minutieuse eut confirmé que la bague en argent et son petit grenat n'avaient aucune propriété extraterrestre. Il allait tout de même la confier au laboratoire local du FBI, mais l'inscription sur l'anneau, avec une date et le nom d'un amant, suggérait des origines bien trop humaines. Même si ses assistants crédules méritaient une bonne semonce, Ezra se contenta d'un soupir incendiaire et les renvoya. La journée tirait à sa fin, et Ezra avait besoin de quitter les locaux trop propres, de trop bonne qualité, de la planque de Zero Point. Une trajectoire de carrière qui l'orientait vers des missions toujours plus obscures, celles nichées au plus profond des replis du gouvernement et à l'abri des regards indiscrets, avait rendu Ezra réfractaire à toute supervision, mais Eve et ce qu'elle représentait faisaient vibrer son téléphone d'appels d'idiots intéressés. Non, il ne devrait pas considérer les élus de son pays de cette manière. Mais Ezra n'y pouvait rien. Il ne pouvait s'empêcher, en terminant une cigarette, de ruminer la malchance qui avait fait tomber Eve entre les mains de Veronica Pline, qui l'avait conduite à contacter un sénateur corrompu. La mission d'Ezra avait été de retrouver ce mystérieux duo, et maintenant. « Elle est prête », fit la voix douce de sa seconde, sa partenaire. Le regard impassible de Mayra suivit la main d'Ezra qui jetait sa cigarette d'une chiquenaude. Le jugement était toujours là, en filigrane, mais jamais ouvertement exprimé. Un accord tacite entre eux, mentor et apprenti, pour laisser les vices en paix. Comme chez Ezra, ses vices s'arrêtèrent à la frontière du travail, et Mayra portait un tailleur gris ardoise avec des chaussures plates, le blazer dissimulant l'étui d'épaule et son arme le long de son flanc gauche. Comme il le faisait bien trop souvent maintenant, Ezra se projeta plusieurs décennies en arrière, à l'âge qu'elle avait. On lui avait confié cette affaire à l'époque, s'attendant à la résoudre rapidement, à gravir les échelons, peut-être même à diriger l'agence. Il avait conseillé à Mayra de fuir, de se retirer après un an à traquer ses âmes insaisissables, mais elle était restée, descendant avec lui dans l'abîme. Maintenant, ils pourraient tous les deux en sortir, si Eve décidait de coopérer.
La femme, fatiguée et buvant l'eau du robinet dans un gobelet en plastique, était assise dans le hall de Zero Point. 2 officiers d'Auckland la surveillaient, les mêmes qui avaient Tony bâclé la fouille. Une réceptionniste curieuse les épiait entre 2 appels, des clients de Zero Point réglant probablement les détails de leurs arrangements. « Vous deux, vous pouvez y aller, » dit Ezra. « Elle vient avec nous. »« Il va nous falloir plus que ça, » répondit l'un d'eux. « Le chef va nous demander ce qu'on a fait de notre journée et... vous trouverez une explication. » Ezra s'avança devant Eve, qui leva les yeux vers lui. Plus de peur. Le léger plissement de ses yeux suggérait la curiosité, une tentative de déchiffrer ses motivations. Vous, pendant ce temps, vous allez faire un autre tour de voiture. Fini les menaces, j'ai décidé que vous n'êtes pas la plus dangereuse, pas pour l'instant. Ezra recula d'un pas, laissant à Eve l'espace pour se lever. Ce qu'elle fit. Notre voiture est à 3 minutes de marche. Vous avez ce temps-là pour tout me dire, ou je passe un coup de fil très désagréable. 3 minutes, ce n'est pas beaucoup. C'est tout ce que vous avez, profitez-en. Abandonner sa fille dans une base extraterrestre enfreignait sans doute une règle de la parentalité, mais Fad se dit que son ardoise à ce sujet était déjà tellement dans le rouge qu'un peu plus ne changerait pas grand-chose. Il laissa la culpabilité regagner le recoin purulent de son esprit, où elle se tairait et s'imprégna de l'après-midi d'Auckland. Talia toussa à côté de lui. « Bienvenue sur Terre, » dit Fade. « La pollution de l'air, ça craint. » Ils avaient fait le voyage et réglé le portail sur un point d'accès en centre-ville, à une distance respectable du dernier emplacement connu d'Eve, mais Fade n'allait pas faire irruption dans une boutique de Zero Point armée uniquement de ses poings. Talia avait approuvé et proposé une autre solution, une qui les attendait dans l'arrière-salle d'une épicerie de quartier. La toux de Talia s'était calmée au moment où l'odeur des gaz d'échappement fut remplacée par celle de l'huile d'olive et du salami, un mélange qui fit lorgner le menu à Fade avant qu'il ne renonce à ses rêves rue de sandwich. Encore une chose qu'il avait sacrifiée pour le boulot. Passé les sauces, les fromages et les vins que Fad se promit d'essayer un jour, ils trouvèrent une jolie porte marquée « Réservée au personnel », verrouillée par un clavier numérique. Talia composa le code, l'ouvrit au son du bip, et ils se retrouvèrent tous les deux sous le regard curieux de quelques personnes en pause dîner. « Je suis avec elle », dit Fad en premier, en faisant un signe de tête vers Talia. Elle donna le nom de son oncle et demanda les colis sociaux spéciaux. 2 des 3 employés la dévisagèrent d'un air vide. Le 3e sortit un téléphone de la poche de son tablier maculé, composa un numéro et rendit son verdict quelques secondes plus tard. Pendant tout ce temps, Talia empêcha Fad d'entrer dans l'arrière-salle, respectant un code informel pour ne pas faire de vagues. Tous ces manèges dans ce monde. Être un ratisseur était bien plus simple. Foncer dans le tas, sauver ou détruire la cible et repartir vers le bosquet. « C'est bon pour vous, » dit l'homme. « Cherchez derrière la mozzarella. Les grosses briques de fromage blanc, nichées sur des grilles métalliques, servaient de barrières succulentes à plusieurs mallettes rigides posées derrière. Les collègues en pause ne levèrent pas le petit doigt pour aider Fad et Talia à écarter la mozzarella, sauf pour avertir le duo qu'ils avaient intérêt à tout remettre en place. « Je tiens une boutique impeccable, » dit l'homme qui avait passé l'appel. « Foutre le bordel ne fait pas partie du marché. »« Allume pas la mèche, » lui lança Fad en retour, ce qui lui valut un roulement d'yeux mérité de la part de Talia. Une fois récupérées, les mallettes montrent que l'oncle de Talia avait sa place dans de mauvais films de gangsters. Rempli d'armes, d'argent liquide et de munitions, ce mini-arsenal souleva quelques questions, comme pourquoi cacher tout ça dans l'arrière-salle d'une épicerie fine? « Parce que mon oncle aime venir déjeuner ici, » répondit Talia en enfilant des holsters et en y glissant des armes.
Si une embuscade se produit, il est prêt. Qui va tendre une embuscade à ton oncle? Talia haussa les épaules. Il est parano. Tu vas prendre quelque chose. Tu sais ce que je pense des armes à feu. Je te garantis que Zero Point ne va pas te ménager juste parce que tu veux te battre à main nue. J'imagine que tu devras me couvrir, alors. Fad prit cependant un couteau de combat épais et bien aiguisé. Sous le regard du gérant apparent de l'épicerie, le ratisseur se tourna vers le bloc de mozzarella du dessus et passa la lame dessus. L'emballage plastique se fendit et il prit le morceau conséquent pour l'avaler d'une seule bouchée. « C'est dégoûtant, Fade, » dit Talia, tandis que le gérant grimaçait. « C'est délicieux, en fait. » Fad pointa le couteau vers la porte. « On y va. » Sassix, l'étrange ratisseur extraterrestre qui avait été si gentil avec JC lors de sa première incursion maladroite dans le bosquet, avait mentionné que l'infini crémeux n'était pas si fade pour tout le monde. Selon votre spectre visuel, le bosquet pouvait être une merveille chromatique. JC était peut-être au paradis sans le savoir, entouré de ce qui ressemblait à une nappe de fromage frais. L'audience, au moins, veillait à ce que JC ne souffre pas de la faim, bien que ses offrandes lui donnassent envie de quelques condiments. Les épices et les saveurs manquaient à l'appel, la technologie de pointe ne faisant pas le poids face aux vendeurs de tacos de son quartier. Celui où Talia se rendait chaque fois qu'elle débarquait à l'improviste chez JC les soirs de semaine. « Où sont-ils maintenant ?» demanda JC à la table soyeuse couleur saphir devant elle. L'audience obtempéra, ondulant pour montrer le centre-ville d'Oakland. Ou plutôt, le centre-ville d'Oakland, sculpté dans une bave bleu foncé. Son père et Talia se déplaçaient, leur position suivie grâce au badge que son père portait. Une opale sertie sur une fine bague qui serrait son annulaire. Un anneau de platine enveloppait presque entièrement la pierre, et JC trouvait qu'il ressemblait à un œil maléfique et scrutateur. Fad avait dit qu'il n'y avait pas vraiment réfléchi, malgré le fait qu'il porterait ce bijou plus ou moins pour toujours. Mais bon, c'était tout à fait le genre de Fade. « Et Veronica Plynn ?» demanda JC à la table. Si Fade et Talia avaient l'un fait leur mission, JC avait la sienne aussi, et pour une fois, ce n'était pas des devoirs. L'audience n'était pas si sûre d'elle sur ce point. L'image d'Oakland s'effaça dans le néant et la surface frémit. La technologie du futur avait ses limites, mais une application un peu astucieuse pouvait les contourner. Essayons autre chose. Montre-moi tous les badges sur Terre. La table frémit de nouveau. De vagues souvenirs de préparation de dessert à la gélatine d'une enfance heureuse et révolue firent de surface et fit apparaître plusieurs points. Le premier, à gauche, offrait la vue du centre-ville d'Oakland, où se trouvait Fade. Son père se dirigeait vers le nord, en direction des chantiers navals. Celui du milieu zooma sur ces mêmes chantiers navals, sur un entrepôt entouré de conteneurs et de matériel de chargement. Le côté droit montrait le badge perdu, niché dans un marécage au fin fond de la jungle asiatique. « Personne n'ira récupérer celui-là », murmura Jay-Z en concentrant son attention sur les chantiers navals. L'audience n'était pas une caméra de sécurité, elle ne fournissait pas de flux en direct. Elle se connectait cependant à Internet sur Terre et à toutes les informations qui allaient avec. Quant à savoir comment tout cela fonctionnait, Fade avait dit qu'il était plus sûr de supposer que le jardinier avait depuis longtemps surmonté tous les problèmes techniques que l'humanité pouvait imaginer, et de partir de là. En bref, ne pas y penser. Un mantra que JC était, avec tout ce qui se passait, heureuse d'adopter. À la place, JC navigua à travers les pages web aux teintes bleues de l'audience, étalées sur la table avec des liens prêts à être touchés, comme la jeune femme experte en technologie qu'elle était. L'entreprise propriétaire du chantier naval céda la place à d'autres couches, menant toutes à une société holding Fade, avec, c'était bien ça,
un certain Alec Navarro comme propriétaire. Ce que Veronica Plynn et Navarro, des ennemis apparents, pouvaient bien faire ensemble, soulevait des questions. JC demanda à l'audience de se connecter au flux d'actualité locale, espérant qu'une fusillade était en cours. Une guerre entre Zero Point et le groupe de Navarro se déversant dans les rues, provoquant le chaos que Talia et Fade pourraient utiliser pour sauver Eve. Silence. Quelques commentaires sur un nouveau food truck thaïlandais dans le quartier, ce qui laissait place à des explications déplaisantes. Soit tout le monde avait décidé de s'entretuer discrètement, soit Navarro et Plynn n'étaient pas tout à fait les ennemis que Fade avait suggérés. Alors, vers quoi son père et Talia se dirigeaient-ils? Cette question n'avait pas de réponse facile, pas plus que la suivante, suscitée par la disparition soudaine du badge. Le chantier naval s'enfonça dans la table bleue et le lien disparut. Lorsque JC lui demanda de revenir, la table ne fit que frémir. Quand elle lui demanda de montrer à nouveau les badges, seuls deux apparurent, celui de Fade, filant à toute allure sur l'autoroute, et celui de la victime du marais. JC leva brièvement les yeux de la table, son regard balayant un bosquet grouillant d'espèces bizarroïdes, issues de tout le spectre du merveilleux et du cauchemardesque, pour se poser sur la tour qui s'élevait dans le vide laiteux et infini, et jura, la première fois que Veronica était tombée dans le bosquet avec Lod, elle avait été abasourdie, dépassée, une jeune femme plus préoccupée par ses études que par le déclin de la civilisation. Cette fois, lorsque le sinistre crépuscule du chantier naval se mua en pierre blanchie à la chaux, Veronica ne se laissa pas déconcerter par le choc. Elle imita la profonde inspiration de Lod, se délecta d'un air d'une pureté incroyable, et laissa son regard glisser vers Navarro. Il y avait là de quoi se réjouir. Alec Navarro avait été le gangster cool en marge de ce que Veronica savait, un spectre au milieu du crime et de la corruption d'Oakland. Veronica avait glané des informations sur lui par bribes, au gré des commentaires de son père. Christopher Plynn aimait faire de longs discours pendant le dîner, dénonçant tel ou tel fléau qui s'abattait sur la société, et Navarro comptait parmi les pires. Que Navarro se serve d'une entreprise de sécurité légitime comme couverture ne faisait qu'irriter davantage son père. Son père aurait été heureux de voir les yeux écarquillés de Navarro, sa démarche chancelante, tandis qu'il découvrait ce nouveau monde, avec une appréciation hésitante. Ils étaient boules passés en trio solitaire. Ils pourraient rassembler plus de badges, assez pour faire venir plusieurs dizaines de soldats, et avec un peu de surprise et un peu de chance, transformer le bosquet en la toute nouvelle propriété Plynn et Navarro. Veronica fronça les sourcils, alors que Lod se dirigeait d'un pas nonchalant vers l'unique sortie de la pièce. Il faudrait régler les détails. D'ici là, un nombre égal de loyalistes de chaque côté serait autorisé à entrer. C'était l'accord conclu à la hâte dans le chantier naval, mais Veronica avait vu les films. Et si Navarro avait payé ses hommes sous le manteau, prêts à changer de camp dès qu'ils s'empareraient du bosquet. « N'est-ce pas merveilleux ?» dit Lod, se retournant et adressant à Navarro un sourire malicieux. « En ce moment même, votre corps est en train de se régénérer, revient à son état le plus sain. »« Comment ?» répliqua Navarro, secouant la tête en parlant. L'homme ne put prononcer un mot de plus. Lod fit 2 grands pas rapides à travers la pièce et frappa Navarro à l'estomac. Le gangster se plia en deux et Lod enchaîna avec un coup de coude sur sa tête, clouant Navarro au sol dur. Un coup de pied sec suivit, s'assurant que Navarro avait bien perdu connaissance. Lod, toujours prudent, s'accroupit pour vérifier, puis confirma d'un crachat sur le côté. Veronica déglutit, évalua la distance jusqu'à la porte. Elle se dit qu'elle ne pourrait pas distancer le cow-boy, même si elle le voulait. « Difficile de tuer un homme ici, » dit Lod en se relevant. « Il faudrait que je lui brise la nuque et qu'elle le reste pendant quelques minutes. Je ne suis pas d'humeur pour ça, là,
tout de suite. Il regarda Véronica avec un sourire diabolique. Je crois que vous et moi avions un accord, et je l'ai respecté. Vous êtes là. Je vais franchir cette porte et vous allez compter lentement dans votre tête, avant de me suivre. Tandis qu'il parlait, Lod plongea la main dans sa veste, la même de Zero Point qu'il portait ce matin, et en sortit son pistolet qu'on lui avait rendu avant le voyage vers le bosquet. Ne trichez pas, ou nous verrons si une balle dans la tête fera l'affaire. Je ne comprends pas. Je pensais que vous vouliez prendre le bosquet, comme nous. Penser que j'en ai quelque chose à faire du monde est une erreur, Pline. Quand vous devenez un ratisseur, vous perdez tout le reste. Le jardinier m'a aussi pris au ça, ce qui signifie qu'il ne me reste rien. Lod eut un petit rire en atteignant la porte. Sauf la vengeance, j'ai tué beaucoup de choses. Je me dis qu'il est temps de voir si un dieu meurt aussi facilement. Alors que la porte se refermait, Véronica s'agenouilla près de Navarro. L'homme respirait. Il semblait bel et bien inconscient. Elle fouilla ses poches de veste, de pantalon et ses manches. Elle en retira un pistolet à canon court, 2 couteaux et un portefeuille, rempli des papiers de Navarro. Ainsi équipée, elle se releva face à la porte. Elle pouvait attendre, laisser Navarro reprendre connaissance et partir en duo avec lui. Un homme contre qui elle se battait il y a quelques heures à peine. Non. Au lieu de ça, Véronica allait faire ce pourquoi elle était venue. Retrouver son père, mort ou vif. Leur transport, un chauffeur de taxi qui comprenait très bien qu'il ne fallait pas poser de questions, déposa Fad et Talia à un pâté de maisons de l'autoroute et à plusieurs rues, éclairées de leur destination. Les entrepôts se dressaient, menaçant dans le soir venteux, les grues au-dessus d'eux captant le clair de lune comme d'immenses griffes extraterrestres. C'était peut-être le signe que Fad voyait un peu trop de créatures étranges dans le bosquet. « Prête », dit Talia, alors qu'elle finissait de vérifier ses armes pour la 3e fois depuis leur départ vers le nord. Les nerfs. Rien de surprenant, car ce genre d'opération coup de poing n'était pas dans leurs habitudes. Fad aurait préféré avoir le temps de faire quelques recherches, de trouver un plan de l'entrepôt où le badge d'Eve avait été localisé. Il aurait pu préparer les entrées alternatives, les issues de secours et les points potentiels d'embuscade. Au lieu de ça, ils allaient y aller à l'aveuglette. Fad passa un doigt sur sa bague, où le badge opale était incrusté. Ils avaient toujours ça, une issue de secours vers le bosquet, au prix d'un peu de temps. Mieux que l'ancienne méthode, se précipiter dans la rue en espérant que Fade n'ait pas perdu ses clés de voiture dans la bagarre. « Reste près de moi », dit Fad alors qu'ils marchaient, adoptant une approche décontractée sur le trottoir d'en face de leur cible. « Si ça tourne mal, il faudra qu'on se tienne la main pour sauter. »« Se tenir la main ? Ne commence pas à me faire les yeux doux, Fade. » Le chantier naval n'était pas silencieux, malgré l'heure tardive. Le travail sur les conteneurs continuait, les cliquetis et vrombissements stridents se répercutant sur le béton. Des détritus échappés de leurs contenants volaient de ci de là, s'accrochant aux talus qui montaient vers l'autoroute. Des camions passaient en grondant. Fad et Talia tombèrent tous deux dans un silence concentré, au milieu du vacarme. Cette concentration trouva de nouvelles cibles alors qu'ils passaient devant le portique visé. Une entrée clôturée interdisait l'accès aux tout-venants, bien que le portail fût ouvert. Une petite guérite avec une barrière abaissée était occupée, l'homme à l'intérieur faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Au-delà, des lumières éclairées des gens travaillant en petits groupes, soulevant des caisses et enfilant des gilets pare-balles. « Qu'est-ce qu'ils font ?» dit Talia alors qu'ils continuaient à marcher. Un passage de repérage, puis ils feraient demi-tour et passeraient à l'action. Ce ne sont pas des dockers. Ils se préparent en folie pour un combat. Peut-être que Véronica veut passer à l'action tout de suite. Juste son père.
Ça lui a bien réussi. Ils atteignirent le bout du pâté de maison suivant et traversèrent. Du fil de fer barbelé surmontait les clôtures, rendant toute escalade une mauvaise idée. Les plus désespérés pouvaient bandis tenter de traverser la baie à la nage et de remonter, trempés d'un os et eau crasseuse. Les pistolets de Talia seraient bons, fichus, mais ils pourraient comme créer une surprise dégoûtante. « Pas question », dit Talia quand Fad proposa l'invasion par la voie des eaux. « Tu me trouves une combinaison et on en reparle, mais pas question que je mette un pied dans cette flotte. » Alors, quelle est ton idée? Derrière eux, un autre camion s'est approché dans un grondement avant de s'arrêter à l'intersection. Talia a tourné les talons, s'est dirigée vers la cabine du semi-remorque et a frappé à la portière. Le chauffeur à l'intérieur l'a dévisagé, sans faire le moindre mouvement pour ouvrir, jusqu'à ce que Talia sorte son arme. Fad a vu les yeux du type se river sur l'arme, l'a regardé calculer s'il avait le cran d'écraser l'accélérateur pour tenter d'échapper au détournement de son camion. L'a vu réaliser que ça ne valait absolument pas le coup de mourir pour son travail. La portière s'est déverrouillée. Talia l'a ouverte et a fait signe à l'homme de sortir. Elle lui a dit qu'il ferait mieux d'appeler la police. Le chauffeur a balbutié des paroles insensées, en guise de réponse pendant que Talia prenait sa place. Fad l'a suivie, sautant à côté d'elle. Le chauffeur, son téléphone à la main, a couru de l'autre côté de la route alors que Talia passait une vitesse et se dirigeait vers leur cible. « Je vois qu'on opte pour la subtilité », a dit Fade. « On doit sauver Eve et récupérer le badge, c'est ça? On est en infériorité numérique. Ça veut dire le chaos, Fade. Tu le sais. Maintenant, attache ta ceinture. » C'est ce que Fade a fait, tirant la ceinture de sécurité sur son torse. Il l'a enclenchée d'un clic alors que Talia amorçait un virage serré à droite, les pneus du camion crissant pour tenter de maintenir la remorque stable. Le type dans la guérite a aperçu les phares et a levé la tête de son téléphone juste à temps pour se jeter hors de la trajectoire. Talia, les mains agrippées au volant, s'est recroquevillée pendant que le semi-remorque défonçait la barrière, en brisait l'extrémité gauche contre la guérite et continuait d'avancer. « Dans cet entrepôt !» a hurlé Talia. 2 carcasses monstrueuses se dressaient devant eux, des conteneurs d'expédition empilés sur les côtés. Les hommes de main qui étaient en train de s'armer se sont dispersés, attrapant des armes, des gilets pare-balles et s'agrippant les uns aux autres pendant que le camion de Talia leur fonçait dessus. « Il faut bien commencer quelque part », a répondu Fade. Le large rayon de braquage du camion et la vitesse de Talia ont fait de la charge sur l'entrepôt un choix facile. Le semi-remorque a roulé sur le ciment, a défoncé le bardage fragile de l'entrepôt et s'est encastré dans des rangées de palettes. Une pluie de verre s'est abattue sur Fad, le moteur du camion maintenant l'élan plus longtemps qu'il ne s'y attendait. Du métal, du bois et des débris non identifiés ont recouvert la cabine comme un filet industriel. « Sors », a dit Talia alors que l'élan s'arrêtait, une odeur d'essence et de début d'incendie se propageant dans l'air. Fad a remarqué du sang coulant d'une coupure sur le front de Talia et a senti des entailles similaires sur ses propres membres, là où des éclats s'étaient faufilés. Il a détaché sa ceinture, a balayé les morceaux de verre et a essayé de pousser sa portière pour l'ouvrir. Elle a opposé une forte résistance, plus que ce que Fade pouvait forcer. Le pare-brise par-dessus le moteur a lâché Talia, qui grimpait déjà sur l'épave de verre et à travers les débris enchevêtrés. « La prochaine fois, c'est moi qui choisis comment on entre. Tu voulais passer par l'eau, c'est mieux comme ça. Tant que cette essence n'explose pas, les hommes de main de Veronica pour Zero Point n'étaient pas loin non plus. Leur cri d'organisation indiquait clairement qu'une avancée prudente allait commencer d'un moment à l'autre. D'ici là, Fade et Talia devaient être partis. Ils devaient y trouver Eve et disparaître. L'idée a frappé Fade comme un café infect.
On aurait pu la tuer, a-t-il dit en se tortillant pour contourner les extrémités jaunes et dentelées d'une grande étagère. Et si Eve était juste à l'intérieur? Aucune chance, a répondu Talia, à moins que Véronica ait voulu la garder sur une étagère. Les bureaux sont de l'autre côté. Et comment tu sais ça? Oscar s'occupe de la sécurité pour certaines livraisons. Talia a sauté du moteur fumant du camion pour atterrir au sol. Elle a épousseté sa veste, tandis que Fad la rejoignait. Autour d'eux, des projecteurs suspendus éclairaient un entrepôt bondé. Des caisses et des caisses de marchandises diverses, la plupart étiquetées comme des importations de divers pays d'Amérique du Sud. Ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendrais de la part de Pline, a dit Fad alors que Talia se dirigeait vers le fond de l'entrepôt. Il y a beaucoup de technologie qui remonte de là-bas? Aucune idée. Je trouvais ça bizarre de toute façon que Pline est un entrepôt. Elle vend des logiciels, non? Tu t'adresses à la mauvaise personne. Les bureaux se trouvaient en effet au fond de l'entrepôt, un petit ensemble fermé du reste du bâtiment. Ils étaient l'homme sombre, les volets baissés, et quand Talia a ouvert l'unique porte, vide, le juron de Fad leur a suffi à tous les deux. « On cherche le badge ?» a demandé Talia. « Pas le temps. Si on s'arrête, ils vont nous encercler. » Ce qui veut dire « l'autre entrepôt. Maintenant. » Les mots de Fade ont été ponctués différemment. Par une balle, le tir a fusé et a ricoché sur le boîtier métallique du bureau, à la gauche de Fade. Les étincelles l'ont fait plonger. Fade a sauté sur sa droite, tandis que Talia s'est réfugiée dans le bureau, refermant la porte derrière elle. Fade a heurté le béton dur et a roulé, se mettant à couvert derrière un chariot élévateur tranquille, alors que d'autres balles criblaient le sol, là où il se trouvait un instant plus tôt. Talia a riposté rapidement, provoquant des cris de la part de leurs assaillants et une brève interruption des tirs, le temps qu'ils trouvent un abri. Un rapide coup d'œil autour de lui a donné peu d'options à Fade. Il pouvait se faufiler sur sa gauche, essayer de disparaître parmi les rayonnages et surprendre les forces de sécurité, mais l'entrepôt était bien éclairé. Il le chercherait, et bien que la confiance de Fade dans ses compétences martiales fût, peut-être, trop élevée, ses chances face à une telle puissance de feu lui paraissaient mollement minces. La fuite était la meilleure stratégie, mais où? Comme si Talia avait entendu ses pensées, la grande porte de garage côté baie, dans le dos de Fade, s'est animée dans un grondement. S'ouvrant avec fracas, elle a révélé une eau scintillante et de longs quais derrière lui, offrant des options à Fade. Il les a saisis, gardant le chariot élévateur entre lui et les assaillants tout en fonçant vers la droite, en direction de l'autre entrepôt. Il trouverait Eve, reviendrait par ici, et Talia pourrait s'échapper. Même si elle se prenait une balle, tant que Talia parvenait jusqu'à Fad, il pourrait les ramener au bosquet, et tout irait bien. Le second entrepôt était tout aussi sombre, tout aussi vide. Fad a atteint l'entrée, une porte à côté du garage fermé, et l'a ouverte pour ne rien voir. Des papiers, quelques ordinateurs, et des photos de famille encadrées dont Fad se fichait éperdument. Aucun signe d'interrogatoire, de combat, de frustration. Ou du badge. Trop tard. Ils avaient dû déplacer Eve, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas d'autre choix que de se tirer de là. Retourner au bosquet, se réorganiser et recommencer. Fad a entendu des pas, s'est retourné et a vu le type contourner l'angle de l'entrepôt. L'homme avait une arme de poing levée, une lampe torche sur son court canon, prêt à tirer, et il l'a fait. Un tir qui aurait fait mouche si Fad ne s'était pas replié dans le bureau. Il a tendu la main en arrière, a attrapé un clavier sur un bureau, et alors que l'homme se ruait dans l'embrasure de la porte, Fade s'est lancé. L'arme a tiré de nouveau, trop vite pour toucher Fade qui s'était plaqué contre le mur. La balle a sifflé à côté de lui et le clavier a atteint sa cible,
percutant l'arme de l'homme et la faisant tomber au sol. Fad a bondi tel un tigre, écartant la faible défense de ses mains et achevant son adversaire d'un coup de pied au genou. Un craquement satisfaisant et un cri plus tard, le type était à terre. Fad était sur le point d'asséner un coup de pied fatal quand il a remarqué l'équipement de l'homme. Une veste qui ne portait pas la mention « 0 pointe ». Une casquette maintenant au sol qui le désignait comme un employé de Navarro. Comme dans une bonne partie de Tetris, les pièces se sont emboîtées et Fad s'est retrouvé à sprinter à corps perdu en direction de Thalia vers la fusillade. La donne avait changé et le Bosquet était en danger.